À ce stade, la situation est claire. L'Iran est presque anéanti. Les États-Unis n'ont pas seulement attaqué, ils ont détruit une grande partie du système militaire iranien. De nombreuses bases, équipements, défenses et moyens de commandement sont désormais hors service ou complètement détruits. Même leur direction est également affectée. Maintenant, il ne s'agit plus seulement des attaques aériennes. Quelque chose de plus grave pourrait arriver. Il est possible que les États-Unis entrent ensuite sur le terrain. Et si cela arrive, une unité est toujours mentionnée, la Delta Force. C'est l'unité d'opération spéciale d'élite des États-Unis et ils sont utilisés pour des missions dangereuses, rapides et qui nécessitent une précision absolue. La cible possible est l'uranium enrichi de l'Iran. C'est l'une des parties les plus sensibles du conflit car il peut être utilisé pour fabriquer une arme nucléaire. C'est pourquoi l'idée maintenant n'est pas seulement de détruire ces endroits, mais de prendre l'uranium lui-même. Direct, rapide et sûrement contrôlé. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Mais avant que cela n'arrive, il est clair pourquoi on en est arrivé à cette situation. Ce n'est plus l'Iran que l'on connaissait autrefois. Leur armée n'a presque plus la force d'autrefois. Les frappes aériennes sont quotidiennes et les attaques ne cessent jamais. Alors qu'ils n'ont presque plus de défense pour arrêter cela, ils ont beaucoup perdu. L'une des pertes les plus lourdes est celle de l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, dès la première vague de frappes. Après cela, la perte des principaux dirigeants s'est enchaînée. À cause de cela, leur armée a perdu une direction claire et la prise de décision est devenue chaotique. Au total, plus de 1100 membres du personnel militaire. Les États-Unis, quant à eux, ont effectué plus de 6500 missions de combat et ont frappé plus de 7000 cibles. Si l'on inclut Israël, cela atteint près de 15 000 cibles. En mer, plus de 100 navires de guerre, des sites de lancement de missiles, des systèmes de drones et d'autres équipements majeurs ont été endommagés ou détruits. Cela signifie que ce n'est pas une simple attaque, c'est une destruction massive de la capacité de l'Iran à se battre. Plus grave encore, cela a été fait par les États-Unis avec une puissance aérienne désormais inégalée par l'Iran. Mais il se peut que ce ne soit pas la dernière étape. Les événements qui se sont produits ressemblent à une préparation pour la prochaine manœuvre. Et si cela continue, la prochaine étape sera plus directe et plus dangereuse car elle ne viendra plus d'en haut mais du sol. Lorsque cela arrivera, la tournure du combat changera. Ce ne sera plus seulement une campagne aérienne, mais une opération rapide, silencieuse et précise. Et pour ce genre de mission, il faut des informations précises, un timing parfait et aucune erreur. Pour l'instant, la situation est peu claire. La défense est détruite, le commandement est désorganisé et la voie est ouverte pour la prochaine étape. La seule question qui reste est jusqu'où cela ira-t-il ? À ce stade, il est clair que le plan des États-Unis n'est pas encore terminé. Ce qui s'est passé dans le ciel et la mer paraît n'être que le début d'une opération bien plus vaste. La cible n'est plus seulement militaire. L'essentiel est désormais l'uranium enrichi de l'Iran que les États-Unis cherchent à contrôler depuis longtemps. C'est important parce que c'est la base même des armes nucléaires. Selon les rapports, l'Iran détient plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%. Le problème, c'est qu'à partir de ce niveau, il ne reste plus qu'un peu de traitement supplémentaire pour atteindre la qualité militaire. Cela signifie que c'est déjà proche du point où cela pourrait être utilisé pour fabriquer une arme nucléaire. C'est pourquoi il ne suffit pas pour les États-Unis de simplement détruire les installations, ils doivent aussi récupérer ou sécuriser l'uranium lui-même. C'est là qu'entre en jeu la possibilité d'une opération terrestre. Et pour ce genre de mission, l'unité la plus adaptée est la Delta Force. Ils sont utilisés pour des opérations dangereuses, rapides et qui nécessitent une précision extrême. Ce genre de mission ne consiste pas simplement à entrer et sortir. Il faut connaître l'emplacement exact de la cible. Celle-ci se trouve sous terre et reste protégée. Même si l'armée iranienne est affaiblie, il y a toujours des forces de sécurité sur ces sites. Il faut agir extrêmement vite et il n'y a aucune place pour l'erreur. En cas d'erreur, l'unité peut être piégée ou la situation peut empirer. Les États-Unis ne peuvent pas non plus faire cela seuls. Il faut une coordination avec Israël et d'autres alliés. Il y a des raisons de croire que c'est possible grâce aux opérations précédentes où les forces spéciales ont pu s'introduire sur les sites visés. Ils étaient en sous-terre et sont sortis en peu de temps. Cela montre qu'ils en sont capables. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Pour les États-Unis, la raison pour laquelle ils feraient cela est claire. Ils ne veulent pas que l'Iran possède une arme nucléaire.
Même si certaines installations ont déjà été touchées auparavant, le programme ne s'est pas complètement arrêté. Il en reste encore, et tant qu'il y a de l'uranium, il y a toujours une possibilité. À ce stade, le cours du conflit change. Il ne s'agit plus seulement d'attaquer et de détruire. L'objectif est d'éliminer la capacité même de l'Iran à fabriquer une arme nucléaire. Une fois que l'uranium est récupéré ou sécurisé, la plus grande menace disparaît et le combat peut prendre fin. Mais si cela échoue, il y a une possibilité que la situation s'aggrave encore. Parce que même si l'armée est affaiblie et que la direction de l'Iran est chaotique, ils détiennent toujours quelque chose de précieux. C'est leur capacité nucléaire. Donc même si la situation semble maîtrisée en surface pour l'instant, il y a une partie plus dangereuse qui peut commencer en dessous. C'est la prochaine étape qui pourrait déterminer comment toute la situation va se terminer. Au milieu du chaos et de la tension, une déclaration a été publiée qui semble donner un peu d'espoir. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas suffisant. Le 15 mars, Abbas Araghchi a déclaré qu'ils étaient prêts à réduire le niveau d'uranium enrichi. Et il semble que l'Iran s'éloigne de la fabrication d'une arme nucléaire. Mais en réalité, ce n'est pas une solution permanente. La réduction du niveau d'enrichissement peut aussi être inversée. Une fois abaissé, il peut être relevé à tout moment. Cela signifie que la capacité n'est jamais vraiment perdue. C'est seulement affaibli temporairement. Cela devient plus clair lorsqu'on regarde les données. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, même avant les premières deux frappes, l'Iran détenait déjà plus de 400 kg en Tsi. Ce niveau n'est plus très loin de ce qui est nécessaire pour une arme nucléaire. Il est donc clair qu'ils sont proches d'atteindre ce point. Et il ne s'agit pas seulement d'uranium ici. Même s'ils réduisent le niveau, les machines utilisées pour l'enrichir restent au fond toujours présentes. Les connaissances de l'un de leurs scientifiques et les équipements nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire. Cela signifie que leur capacité reste intacte. Même s'il manque une pièce, ils peuvent toujours la reconstruire. C'est pour cela que les États-Unis ne font pas confiance à ce genre de promesses. Pour eux, si tout est laissé à l'Iran, il y a une possibilité qu'ils redémarrent le programme à tout moment. Il suffit d'un ordre pour que tout revienne comme avant. C'est pourquoi les paroles ou les accords ne suffisent pas. Ce qu'ils veulent, c'est un contrôle total ou l'élimination complète de la capacité. C'est là qu'intervient la possibilité d'une action plus directe. Il ne s'agit plus seulement de frappe aérienne ou de pression, mais d'une réelle intervention au sol. Et pour ce type d'opération, l'unité la plus appropriée est la Delta Force. Parce qu'ils sont utilisés pour des missions qui nécessitent rapidité, discrétion et précision. Mais avant que cela n'arrive, il y a un gros problème. On ne peut pas simplement aller dans un endroit et prendre l'uranium. La question est de savoir où il se trouve réellement. Il y a des endroits connus, comme Fordow, Natanz et Ispahan, mais la situation n'est pas aussi simple. Ces endroits sont vastes, souterrains et comportent de nombreux tunnels. Certains d'entre eux ont également été endommagés lors de frappes précédentes. C'est pourquoi il est encore plus difficile de déterminer l'emplacement exact. Il est également possible que l'uranium ait déjà été déplacé, caché ailleurs ou réparti dans différents lieux de stockage pour qu'il ne soit pas facilement repérable. Cela signifie que s'il y a une opération, ce ne sera pas aussi simple que d'entrer, le récupérer et repartir. Ce sera une recherche à l'intérieur d'un endroit dangereux avec la possibilité d'un affrontement à tout moment. Pendant la recherche de la cible, il peut y avoir de la résistance, une attaque soudaine ou une défense restante. Même si l'Iran est déjà affaibli, ils n'ont pas encore perdu leur capacité à se battre. À ce stade, la situation est claire. En apparence, il semble que les États-Unis maîtrisent déjà l'affrontement. Mais en dessous, il reste encore l'uranium enrichi, l'élément le plus important. Et tant que celui-ci n'est pas contrôlé, le combat n'est pas terminé. À cause de cela, la direction de l'opération change progressivement. On passe d'une attaque à distance à des mouvements plus rapprochés et plus dangereux. Et quand cela arrive, ce n'est plus une simple guerre que l'on observe de loin, mais un combat plus personnel, plus rapide et avec un risque plus élevé. Maintenant, imaginez si la Delta Force trouve vraiment ce qu'elle cherche. Le problème ne s'arrête pas là. C'est là que commence la partie la plus difficile de l'opération. Il ne suffit pas de localiser la cible. Ils doivent la récupérer et maintenir le contrôle de la zone. Prenons l'exemple d'Ispahan. Cet endroit se trouve à l'intérieur de l'Iran et loin de la mer. On peut y accéder en hélicoptère depuis les navires américains. Mais ce n'est pas un simple trajet. Il faut faire le plein de carburant en plein vol. L'heure d'entrée est planifiée et il y a toujours un plan de secours en cas d'imprévu.
Chaque mouvement doit être précis. Une fois à l'intérieur et le site sécurisé, un problème plus important se pose. Une petite équipe ne suffit pas pour surveiller l'endroit. Il faut des renforts pour s'assurer que l'ennemi ne puisse pas reprendre le site. Cela signifie que l'opération va s'agrandir et qu'il faudra faire entrer plus de soldats. Une étape possible serait de prendre un aérodrome près de la cible. Par exemple, la base aérienne de Badr, qui est proche d'Ispahan. Une fois prise et sans il sera plus facile pour les forces d'entrer et de sortir. Mais en contrepartie, cela nécessite un déploiement de troupes plus important et une opération plus complexe. À ce stade, ce n'est plus une simple opération spéciale. Pour sécuriser un site nucléaire, il faut un grand nombre de soldats pour surveiller les environs. Un soutien aérien continu et une surveillance constante des environs sont nécessaires. Et si plus d'un site est visé, l'opération prendra encore plus d'ampleur. Vu l'ampleur des besoins, cela pourrait devenir l'une des plus grandes opérations de ce genre. Ce n'est pas seulement une question d'une seule unité. De nombreuses parties doivent agir en même temps. Cela inclut des équipes spéciales formées à la manipulation de matériaux radioactifs. Ce n'est pas seulement une affaire de soldats, mais aussi pour les experts capables de sécuriser, de transporter et de manipuler l'uranium en toute sécurité. Si le plan se déroule bien, il sera alors facile à suivre. Les forces spéciales entreront, prendront le contrôle de la zone, récupéreront l'uranium, détruiront le matériel restant et partiront immédiatement. Sur le papier, le processus semble simple, mais dans la réalité, le risque est extrêmement élevé. Pendant qu'ils font cela, il y a une possibilité de contre-attaque. Il y a des attaques aériennes en cours et ils se trouvent en territoire ennemi. Le temps est limité car ils ne peuvent pas rester longtemps. Une erreur peut avoir de graves conséquences. Avec toute l'équipe prise au piège, c'est la réalité de ce genre d'opération. Ce n'est pas simplement récupérer quelque chose. C'est une infiltration directe dans un pays en pleine guerre pour récupérer l'élément le plus sensible. Quand les États-Unis tentent ce genre d'opération, il n'y a plus de retour en arrière. Parce qu'une fois cette étape commencée, ce n'est plus une simple attaque à distance. C'est la partie la plus dangereuse du combat. C'est vraiment la partie la plus risquée du conflit. C'est la guerre. Il ne suffit pas d'avoir la Delta Force pour ce genre d'opération. En réalité, elle n'est que la première étape. Une fois qu'ils ont capturé la cible, il faut immédiatement une force plus importante pour s'assurer qu'elle ne soit pas reprise. Pour sécuriser un site nucléaire, des troupes de combat comme les Rangers de l'armée américaine et d'autres unités interviennent. Leur travail consiste à surveiller les environs, s'assurer que personne ne s'approche et protéger toute l'opération. C'est là que ça devient le plus dangereux. Le combat ne s'arrête pas là. Il faut tenir la position et la défendre. Le combat ne se passe pas seulement au sol. Comme les sites ont déjà été bombardés, il est très probable que les entrées soient endommagées, que des débris bloquent le passage et que certaines parties des tunnels se soient effondrées. C'est pourquoi il faut des ingénieurs et des équipements lourds pour ouvrir le passage. Il ne s'agit pas simplement d'entrer. Il faut encore réparer avant de pouvoir l'utiliser. Il y a un problème encore plus dangereux. Ils ne feront pas seulement face à des bâtiments détruits, mais aussi à d'éventuels explosifs cachés comme des mines et autres pièges. Il faut des experts pour vérifier et nettoyer tout cela afin d'assurer la sécurité des déplacements des soldats. Une fois l'uranium récupéré, il ne peut pas simplement être sorti. Il doit être transporté correctement et en toute sécurité. La manière la plus pratique est d'utiliser un avion. Cela signifie qu'ils doivent obtenir ou construire une piste d'atterrissage pour pouvoir évacuer les matériaux nucléaires. C'est ici que l'opération devient encore plus compliquée, parce qu'ils doivent contrôler une zone pendant qu'ils préparent l'évacuation. Pendant qu'ils font tout cela, les forces restent au même endroit. Cela signifie qu'ils deviennent plus faciles à cibler. Même si l'Iran est affaibli, il lui reste encore des capacités. L'utilisation de missiles et de drones a diminué, mais elle n'a pas complètement disparu. C'est pourquoi une défense aérienne solide reste nécessaire. Il faut une défense aérienne au sol, des avions de chasse qui patrouillent dans le ciel et une surveillance continue pour protéger les soldats. Plus l'opération dure, plus le risque d'attaque augmente, ainsi que le danger supplémentaire lié aux radiations et aux accidents. Lorsqu'on manipule de l'uranium, il faut des équipes d'eau spéciales qui savent gérer ce type de matériaux pour éviter des dangers plus graves. Malgré tout cela, il est clair pourquoi les États-Unis sont toujours prêts à prendre de telles mesures. Ils ne veulent pas que la capacité nucléaire de l'Iran subsiste. Tant qu'il en reste, il y a une possibilité que le problème revienne.
À ce stade, il ne s'agit plus seulement de frappes aériennes ou de la destruction des forces militaires. Le véritable objectif est de contrôler la partie la plus dangereuse du conflit et de s'assurer que cela ne se reproduise plus. Lorsqu'on tente une telle opération, c'est le moment le plus risqué de tout le conflit. La force seule ne suffit plus. Les mouvements doivent être précis, l'exécution rapide et il n'y a aucune place pour l'erreur. Une seule erreur peut changer complètement le cours de la situation. Il y a maintenant un signe clair que les États-Unis changent de stratégie. Les troupes sont en route. La 31e unité expéditionnaire des Marines vient de l'Indo-Pacifique et se dirige maintenant vers le Moyen-Orient. Elle transporte environ 2200 Marines et devrait arriver avant la fin du mois de mars. Ce n'est pas un petit déploiement et il y a un détail important. Il ne s'agit pas de la Delta Force, donc ce n'est pas pour des opérations spéciales. C'est une opération en profondeur en Iran, sans but de contrôler les sites nucléaires. Si la cible n'est pas nucléaire, l'objectif vise clairement le détroit d'Ormuz. C'est l'endroit par où transite une grande partie du pétrole mondial et d'où proviennent les attaques contre les navires. Ce que la 31e ME pourrait éventuellement faire, c'est mener une attaque rapide sur les zones côtières de l'Iran. Leurs cibles sont les endroits utilisés pour lancer des attaques en mer. Il ne s'agit pas d'une invasion du pays tout entier, mais d'une opération limitée avec un objectif clair. Avant même l'arrivée des Marines, les États-Unis agissaient déjà. Ils frappent déjà les sites de missiles près de la côte avec de puissantes bombes. Cela se fait pour éliminer la menace avant même que les troupes n'entrent. Si cela n'est pas fait, les soldats deviendront des cibles faciles une fois sur le terrain. En y regardant de plus près, les États-Unis nettoient progressivement la défense côtière pour que ce soit plus sûr. Une fois qu'ils sont entrés, l'étape suivante possible est de prendre le contrôle des endroits stratégiques comme les ports. Une fois qu'ils les ont pris, ils peuvent tant servir de base pour contrôler les mouvements en mer, empêcher les attaques utilisant de petits bateaux et protéger les navires qui passent. Même s'ils prennent ces endroits, il y a toujours un risque. Des missiles ou drones peuvent frapper les troupes regroupées. C'est pourquoi les attaques préliminaires sont importantes. Ce ne sont pas de simples frappes, mais une préparation pour réduire les risques avant même que l'opération terrestre ne commence. Pour l'instant, il est clair qu'il y a deux directions possibles pour les États-Unis. La première est d'utiliser les forces spéciales pour s'emparer des installations nucléaires. La seconde consiste à utiliser les marines pour contrôler le détroit d'Ormuz. Les méthodes sont différentes, les cibles sont différentes, mais l'objectif reste le même. Éliminer la capacité de l'Iran à représenter une menace. Si la capacité nucléaire disparaît, le plus grand danger disparaîtra aussi. Si le détroit d'Ormuz est contrôlé, ils perdront la capacité d'influencer l'approvisionnement en pétrole. Si ces deux choses se produisent, il ne restera presque plus aucun moyen pour l'Iran de se défendre. À ce stade, il ne s'agira plus seulement de frappes aériennes ou de pression. C'est la partie où il y a déjà des mouvements au sol et où cela a un impact direct sur le monde entier. Et à mesure que les marines approchent, une seule chose devient claire. Le combat se dirige vers une phase plus rapprochée, plus directe et plus dangereuse, où chaque mouvement a immédiatement une conséquence. À ce stade, il y a encore une chose qui passe inaperçue mais qui a un grand impact sur le combat. Il s'agit de la logistique ou de la manière dont les forces se déplacent et sont soutenues. Il ne suffit pas d'avoir des armes et des soldats. Il faut un approvisionnement continu en carburant, nourriture, munitions et tout ce qui est nécessaire pour poursuivre l'opération. Et c'est là que les États-Unis prennent encore plus l'avantage. Grâce à l'ampleur de leurs ressources, ils sont capables d'envoyer des approvisionnements même si l'opération se déroule loin. Ils disposent d'avions pour le ravitaillement en vol, de navires servant de base mobile et d'un système qui garantit que le soutien ne soit jamais interrompu. Cela signifie que même si le combat dure, ils peuvent maintenir la pression. Du côté de l'Iran, la situation est plus difficile. À cause des frappes successives, les routes, les bases et les entrepôts de ravitaillement sont détruits. Lorsque la logistique est affectée, non seulement le mouvement ralentit, mais parfois il s'arrête complètement. Et lorsque l'approvisionnement est coupé, peu importe la force restante, elle ne peut pas être utilisée efficacement. Au fil du temps, les mouvements de l'Iran deviennent de plus en plus limités. Ils doivent économiser les ressources qui leur restent. Ils ne peuvent pas simplement utiliser leurs ressources sans réfléchir. Chaque mouvement doit être bien pensé. Mais c'est là qu'ils rencontrent encore plus de difficultés. Parce que pendant qu'ils économisent, les États-Unis continuent d'utiliser leur puissance sans interruption. Les opérations ne s'arrêtent jamais. Il n'y a aucune pause. C'est ce qui crée un grand écart dans la bataille. En même temps, il y a un autre effet. L'Iran perd sa flexibilité.
Avant, ils pouvaient s'adapter selon la situation. Maintenant, à cause des ressources limitées, leurs mouvements deviennent plus prévisibles. Et lorsque leurs mouvements sont prévisibles, il est plus facile de les cibler. Pendant que cela se produit, le contrôle des États-Unis se renforce. Non seulement dans les airs et en mer, mais aussi dans le rythme de l'ensemble du conflit. Ici, la question n'est plus seulement de savoir qui est le plus fort. La question maintenant est de savoir qui peut tenir le plus longtemps. Parce qu'au final, une telle bataille ne se gagne pas seulement avec une grande frappe. Elle se gagne par une pression continue jusqu'à ce que l'adversaire s'épuise, et c'est exactement ce que l'on voit maintenant. Au fil du temps, ce n'est pas seulement la capacité de l'Iran qui s'effrite. Peu à peu, il manque aussi de moyens pour continuer le combat. Et quand on en arrive à ce point, même si le combat n'est pas encore terminé officiellement, il est clair où cela va mener. À mesure que la situation s'aggrave, un autre effet commence à se faire sentir peu à peu. C'est le ralentissement du fonctionnement normal du pays. Non seulement les militaires sont touchés, mais aussi les opérations de base comme les transports, la communication et les affaires. Dans ce cas, le gouvernement contrôle plus difficilement la situation intérieure. Le flux d'informations est plus chaotique et il devient plus difficile de résoudre les problèmes internes sous la pression extérieure. Et lorsque tu fais face simultanément aux problèmes internes et externes, l'ensemble du système cède plus rapidement. Cela ne se voit pas tout de suite, mais cela apparaît progressivement à mesure que le combat dure. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des marines que le rôle des forces spéciales disparaît. En réalité, ils deviendront encore plus importants lors de la prochaine opération. Les drones et les vedettes rapides de l'Iran dans le détroit d'Ormuz n'opèrent pas de façon autonome. Ils ont besoin d'ordres provenant des sites de commandement et de contrôle, ou C2, situés sur la côte. Cela signifie que si ces sites sont touchés, la coordination sera rompue et ils auront du mal à mener une attaque. Dans la configuration des États-Unis, la 31e unité expéditionnaire des Marines interviendra pour prendre le contrôle des ports, établir un périmètre et contrôler le littoral. En même temps, des forces spéciales comme la Delta Force, les Navy Seals et les Bérets Verts utiliseront ces endroits comme base pour pénétrer les zones côtières et cibler les sites de commandement et de contrôle. Ce n'est pas une invasion totale. Ce n'est pas tout le pays qui est visé. L'approche est rapide, directe et concentrée uniquement sur des cibles spécifiques. C'est comme des frappes chirurgicales, précises et sans gaspillage d'efforts. Au final, il n'y a vraiment que 2 cibles les plus importantes pour l'Iran. La première, ce sont les installations nucléaires qui représentent une menace militaire. La seconde, c'est les équances et le détroit d'Ormuz qui exercent une pression sur l'économie mondiale. Si l'un disparaît, leur position s'affaiblit. Si les deux disparaissent, ils n'ont pratiquement plus rien en main. Si cela arrive, l'Iran perdra sa capacité à négocier en position de force. Ils perdront le contrôle de la situation et le gouvernement deviendra encore plus faible. Même si ce n'est pas une invasion totale, l'opération n'est pas pour autant insignifiante. Il faut encore beaucoup de soldats pour tenir les zones pendant que l'opération continue. Cela signifie que l'échelle reste importante, même si la cible est limitée. À ce stade, la question est de savoir si l'Iran est prêt à défendre les derniers atouts qu'il lui restent ou s'il choisira d'éviter un conflit plus important. D'un autre côté, les États-Unis sont-ils prêts à prendre le risque d'une possible escalade de la situation et à en assumer les conséquences ? Avec le temps, il devient évident que l'affrontement approche, avec opérations au sol et confrontations directes. Et si l'Iran continue de refuser, il se peut que cela devienne incontrôlable. Nous verrons bientôt jusqu'où ce conflit peut vraiment aller.